Nous abordons maintenant la caractérisation de la dépendance extrémale dans le cas bivarié. Jusqu'ici, nous avons surtout étudié le comportement extrême de chaque variable séparément. La question devient maintenant, lorsque deux variables sont observées conjointement, que peut-on dire de la possibilité qu'elles prennent simultanément des valeurs extrêmes? Cette question apparaît dans de nombreux contextes. Le premier est la proximité spatiale. Les températures maximales annuelles observées à Oxford et à Worthing, par exemple, sont soumises à des phénomènes météorologiques communs parce que les deux sites sont géographiquement proches. Une vague de chaleur peut donc produire des valeurs élevées simultanément dans les deux séries. Le deuxième contexte est la proximité temporelle. Sur les marchés financiers, les rendements extrêmes observés 2 jours consécutifs ne sont pas nécessairement indépendants. Une même période de crise ou de forte volatilité peut produire plusieurs mouvements extrêmes rapprochés. Enfin, deux variables peuvent être dépendantes parce qu'elles sont soumises à des covariables communes. La hauteur de la mer et la hauteur des vagues sur un même site dépendent toutes deux des conditions météorologiques et océaniques. Dans chacun de ces exemples, il ne suffit donc pas de modéliser correctement les deux distributions marginales. Pour évaluer le risque conjoint, il faut aussi comprendre comment les extrêmes des deux composantes ont tendance à apparaître ensemble. C'est cette dépendance dans les queues de distribution, et non la dépendance moyenne ou centrale, que nous allons chercher à caractériser. La première difficulté est de séparer ce qui vient des distributions marginales de ce qui vient réellement de la dépendance. Imaginons deux variables exprimées dans des unités très différentes ou ayant des distributions très différentes. Une comparaison directe de leurs grandes valeurs est alors peu informative. Une valeur de 10 peut être exceptionnelle pour une variable et parfaitement ordinaire pour l'autre. Pour étudier leur dépendance, il est donc utile de ramener les deux marginales sur une échelle commune. C'est précisément le rôle des copules. Une copule est une distribution bivariée dont chacune des deux marginales est uniforme entre 0 et 1. Elle fournit un langage permettant de décomposer une distribution jointe en deux éléments distincts. Le premier élément est le comportement marginal. Il décrit séparément la distribution de chaque variable, notamment la forme de sa queue. Le second est la structure de dépendance. Il décrit la manière dont les deux variables évoluent ensemble, indépendamment de leurs unités et de leur distribution marginale. Cette séparation est particulièrement importante en théorie des valeurs extrêmes. On peut, par exemple, estimer séparément une queue GEV ou GPD pour chaque composante, puis transformer les observations afin de les placer sur une même échelle. Toute l'information restante concerne alors la dépendance. L'intérêt conceptuel est considérable. Deux couples de variables peuvent avoir des marginales complètement différentes tout en partageant la même structure de dépendance. Réciproquement, deux couples peuvent avoir exactement les mêmes marginales, mais des probabilités de dépassement simultanées très différentes. Pour étudier le risque extrême conjoint, il faut donc toujours distinguer ces deux dimensions. Cette slide formalise la représentation par copule. On part d'un couple de variables aléatoires avec une distribution jointe et deux fonctions de répartition marginale. Lorsque les marginales sont continues, on applique à chaque observation sa propre fonction de répartition. On obtient ainsi deux nouvelles variables que l'on peut appeler U et V, qui suivent chacune une loi uniforme entre 0 et 1. Cette transformation est très utile parce qu'elle remplace les niveaux physiques par des niveaux de probabilité. Une valeur de U proche de 0,99 signifie simplement que la première variable se trouve autour de son quantile à 99%, quelle que soit son unité initiale. La même interprétation vaut pour V. Le théorème de Sklar indique alors que la distribution jointe initiale peut être reconstruite en combinant les deux fonctions de répartition marginale avec une copule. Lorsque les marginales sont continues, cette copule est unique. Il faut retenir l'interprétation plutôt que l'écriture mathématique. La copule contient toute l'information sur la dépendance qui n'est pas déjà contenue dans les marginales. Cela signifie aussi que des transformations croissantes des variables ne changent pas la copule. On peut donc passer de montants de sinistres,
à leur rang ou d'une échelle physique à une échelle standardisée, sans modifier la structure de dépendance. Pour les extrêmes supérieurs, nous allons surtout regarder ce qui se passe lorsque U et V sont simultanément très proches de 1. Autrement dit, la zone pertinente de la copule est le voisinage du coin supérieur droit du carré unité. C'est là que se trouve l'information sur les dépassements extrêmes simultanés. La loi uniforme est une standardisation naturelle pour introduire les copules, mais ce n'est pas la seule échelle possible. À partir des variables uniformes obtenues par transformation marginale, on peut choisir de nouvelles distributions marginales communes. Il suffit d'appliquer l'inverse de la fonction de répartition de la loi que l'on souhaite obtenir. On change alors l'échelle des marginales sans modifier la copule, puisque la transformation reste croissante. En théorie des valeurs extrêmes multivariées, une standardisation particulièrement courante consiste à utiliser des marginales de Fréchette unitaires. Cette échelle possède plusieurs avantages. D'abord, toutes les composantes ont exactement la même distribution marginale. Ensuite, les lois max stables multivariées et leurs fonctions de dépendance prennent sur cette échelle des formes particulièrement simples. L'idée essentielle est donc de neutraliser les différences marginales avant d'étudier les extrêmes conjoints. Supposons par exemple qu'une première variable est une queue très lourde et qu'une seconde est une queue beaucoup plus fine. Si l'on compare directement leurs valeurs, on risque d'attribuer à la dépendance ce qui provient simplement de cette différence de marginale. Après standardisation, une valeur élevée possède la même signification probabiliste pour les deux composantes. On peut alors poser une question beaucoup plus propre. Lorsqu'une composante se trouve dans une région très extrême de sa propre distribution, quelle est la probabilité que l'autre se trouve elle aussi dans une région comparable? La standardisation ne crée donc pas la dépendance et ne la supprime pas, elle permet simplement de l'isoler. C'est cette propriété qui va rendre possible les définitions de dépendance asymptotique, de qui bar et d'état. Nous arrivons maintenant à la distinction fondamentale entre dépendance asymptotique et indépendance asymptotique. Supposons que les deux marginales aient été standardisées, ici sur une échelle de Fréchet unitaire. On choisit un seuil t de plus en plus élevé et on regarde la probabilité que y dépasse ce seuil, sachant que x l'a déjà dépassé. Si cette probabilité tend vers une constante strictement positive, les deux variables sont dites asymptotiquement dépendantes. Même lorsque l'on se déplace très loin dans la queue, savoir que x est extrême laisse donc une probabilité non négligeable que y soit également extrême. A l'inverse, si cette probabilité conditionnelle tend vers 0, les variables sont asymptotiquement indépendantes. Cela ne veut pas dire qu'elles sont indépendantes pour des niveaux ordinaires ou même élevés. Cela signifie seulement que leur dépendance devient insuffisante pour maintenir une probabilité conditionnelle positive à la limite extrême. Cette dichotomie est essentielle, mais elle est encore trop grossière. Deux couples asymptotiquement indépendants peuvent avoir des probabilités de dépassement simultanées qui décroissent à des vitesses très différentes. On introduit donc le coefficient ETA. Il décrit l'ordre principal selon lequel la probabilité d'un dépassement conjoint décroît par rapport à la probabilité d'un dépassement marginal. Une fonction à variation lente vient compléter cette description en captant un effet de second ordre. L'idée à retenir est qu'ETA mesure avant tout une vitesse de raréfaction des co-occurrences extrêmes. Plus il est élevé, plus les dépassements simultanés restent fréquents relativement aux dépassements marginaux. Cette mesure sera surtout utile dans la classe des modèles asymptotiquement indépendants où la seule valeur limite de la probabilité conditionnelle ne permet plus de distinguer les situations. Cette slide précise l'interprétation du coefficient eta. Dans le cas de l'indépendance exacte, la probabilité que les deux variables dépassent simultanément un niveau extrême est, au premier ordre, le produit de deux probabilités marginales. Sur l'échelle utilisée ici, cela conduit à une valeur de référence d'état égale à 1,5. Si état est compris entre 1,5 et 1, les variables restent asymptotiquement indépendantes dans le cas usuel.
mais les dépassements simultanés sont plus fréquents que sous indépendance exacte. La dépendance disparaît donc à la limite, mais elle disparaît lentement. C'est une situation importante en pratique. Un modèle peut être asymptotiquement indépendant tout en présentant une association extrême substantielle au niveau effectivement observable. Si eta vaut 1,5, on retrouve le taux de décroissance de l'indépendance. Cela ne signifie pas nécessairement que les variables sont exactement indépendantes. Le facteur lentement variable peut encore modifier leur comportement à distance finie. Lorsque eta est inférieur à 1,5, les co-occurrences extrêmes deviennent au contraire moins fréquentes que sous indépendance. On parle alors d'association négative dans la queue. Enfin, une valeur d'état égale à 1 correspond au régime le plus persistant. Lorsque le facteur lentement variable converge vers une constante positive, on obtient une véritable dépendance asymptotique. La dépendance parfaite constitue le cas extrême où ce facteur vaut 1. Il existe toutefois un cas frontière important que nous retrouverons plus loin. Eta peut être égal à 1 alors que le facteur lentement variable tend vers 0. On peut alors rester asymptotiquement indépendant malgré cette valeur d'état. C'est pourquoi eta ne doit jamais être interprété isolément du comportement du facteur lentement variable. Le coefficient eta fournit donc une graduation très utile de la dépendance résiduelle dans les queues, mais il complète la distinction entre dépendance et indépendance asymptotique plutôt qu'il ne la remplace. Cette distribution logistique bivariée fournit un exemple classique de modèle d'extrême avec des marginales Fréchet unitaires. Le modèle dépend d'un paramètre alpha compris entre 0 et 1. Ce paramètre contrôle la force de la dépendance entre les deux composantes. La formule affichée sur la slide donne directement la distribution jointe, mais ce qui nous intéresse ici est surtout son comportement lorsque les deux variables dépassent simultanément un seuil très élevé. Pour identifier ce comportement, on développe asymptotiquement la probabilité de dépassement conjoint. Le premier terme de ce développement décroît comme la probabilité d'un dépassement marginal et non comme son carré. Cela signifie que les deux variables continuent à produire des événements extrêmes simultanés avec une fréquence du même ordre que celle d'un événement extrême marginal. On obtient ainsi une valeur d'état égale à 1. Surtout, lorsque alpha est strictement inférieur à 1, le facteur lentement variable converge vers une constante strictement positive. Nous sommes donc bien dans le cas de la dépendance asymptotique. Cette constante dépend d'alpha. Lorsque alpha se rapproche de 1, elle tend vers 0 et la dépendance s'affaiblit. À la valeur limite alpha égale à 1, le modèle retrouve l'indépendance. A l'inverse, lorsque alpha diminue, la dépendance extrême devient plus forte. Le modèle logistique permet ainsi de parcourir une gamme de dépendances asymptotiques, allant de l'indépendance jusqu'à une dépendance de plus en plus forte. Cet exemple est important parce qu'il montre concrètement comment un modèle max stable bivarié encode la dépendance de queue. Il servira aussi plus loin à relier le paramètre alpha au coefficient qui est au coefficient extrémal. Nous introduisons maintenant une mesure directement interprétable de la dépendance extrême, la fonction qui. Pour cela, nous revenons à des marginales uniformes. À un niveau U proche de 1, on s'intéresse à la probabilité que V dépasse ce même niveau, sachant que U l'a déjà dépassé. Cette probabilité conditionnelle constitue l'interprétation fondamentale de qui au niveau U. La slide donne une expression équivalente ou asymptotiquement équivalente lorsque l'on se rapproche de 1 en fonction de la copule évaluée sur la diagonale. Cette écriture est utile parce qu'elle montre que la mesure dépend uniquement de la structure de dépendance et non des marginales initiales. Lorsque U augmente, on se déplace progressivement vers la région la plus extrême de la distribution. On regarde alors si la fonction qui tend vers une limite. Si cette limite est strictement positive, les variables sont asymptotiquement dépendantes, même à des niveaux arbitrairement élevés. Un dépassement de U laisse donc une probabilité positive d'observer simultanément un dépassement de V. Si la limite est nulle, les variables sont asymptotiquement indépendantes.
La probabilité conditionnelle disparaît lorsque le niveau devient extrême. Deux cas de référence permettent de fixer les idées. Sous indépendance exacte, la probabilité conditionnelle diminue avec le niveau étant vers 0. En dépendance parfaite positive, elle reste égale à un quel que soit le niveau, qui possède donc une interprétation plus immédiate qu'état. Il mesure directement la persistance des dépassements simultanés à la limite. En revanche, lorsqu'il vaut 0, il ne dit plus à quelle vitesse cette dépendance disparaît. C'est précisément pour cette raison que nous aurons besoin de key-bar. Cette slide donne quelques éléments supplémentaires pour interpréter qui au niveau d'un quantile donné. D'abord, qui au niveau U est une mesure locale de dépendance dans la queue. Elle ne résume pas nécessairement la dépendance globale entre les deux variables. Deux variables peuvent être fortement corrélées au centre de leur distribution et avoir une valeur de qui faible à des niveaux très élevés, ou inversement. Le signe de la mesure renseigne sur le type d'association au niveau considéré. Une valeur positive indique que les dépassements simultanés sont favorisés relativement à une situation de référence. Une valeur négative traduit au contraire une association défavorable aux co-occurrences élevées. La slide rappelle également que qui est encadré par des bornes provenant des bornes de Fréchet-Höffding pour les copules. La borne supérieure correspond à la dépendance positive parfaite. La borne inférieure dépend du niveau U et traduit la contrainte minimale compatible avec deux marginales uniformes. Pour les niveaux supérieurs à 1,5, cette borne inférieure est finie. Lorsque le niveau tend vers 1, elle converge vers 0. Cela explique pourquoi, à la limite extrême, le coefficient qui est utilisé pour caractériser la dépendance asymptotique est généralement compris entre 0 et 1 dans les situations de dépendance positive qui nous intéressent ici. L'interprétation intuitive indiquée en bas de la slide est celle qu'il faut retenir, qui représente schématiquement la probabilité que l'une des variables soit extrême, sachant que l'autre l'est. Cette formulation doit néanmoins être comprise sur une échelle de quantile comparable. Dire que les deux variables sont extrêmes signifie ici qu'elles dépassent chacune le même niveau de probabilité marginale et non nécessairement la même valeur numérique. C'est précisément la standardisation des marginales qui rend cette comparaison pertinente. Lorsque qui est strictement positif, la situation est relativement claire. Nous avons une dépendance asymptotique et qui en mesure l'intensité. La difficulté apparaît lorsque qui vaut 0. Toutes les situations asymptotiquement indépendantes sont alors regroupées dans une même classe, alors qu'elles peuvent être très différentes. Sous indépendance exacte, les dépassements simultanés deviennent rares très rapidement. Dans d'autres modèles, ils peuvent rester beaucoup plus fréquents à des niveaux élevés, tout en finissant malgré tout par devenir négligeables relativement à un dépassement marginal. Pour distinguer ces situations, on introduit d'abord la copule de survie. Alors que la copule ordinaire décrit les probabilités de non-dépassement conjoint, la copule de survie décrit directement la probabilité que les deux variables dépassent simultanément des niveaux donnés. Elle est donc particulièrement naturelle pour l'étude de la queue supérieure. À partir de cette probabilité de dépassement conjoint, on construit la fonction key-bar. Elle compare sur une échelle logarithmique la vitesse de décroissance de la probabilité marginale et celle de la probabilité conjointe. Cette transformation logarithmique est importante. Lorsque les probabilités deviennent extrêmement petites, leur rapport simple peut tendre vers 0 dans de nombreux modèles différents. Le rapport de leur logarithme permet au contraire de comparer leurs ordres de décroissance. Key-bar prend des valeurs comprises entre -1 et 1. Sous indépendance exacte, elle vaut 0 à la limite. Une valeur positive traduit une association résiduelle positive dans la queue, une valeur négative, une association résiduelle négative. Une valeur proche de 1 correspond à une décroissance très lente des co-occurrences extrêmes. Key-bar est donc conçu comme une mesure complémentaire de qui particulièrement informative lorsque qui lui-même ne permet plus de distinguer les modèles. Cette slide relie maintenant les trois descriptions que nous avons introduites. Qui, key-bar et état. Le lien le plus simple est celui entre key-bar et état. Lorsque la probabilité de dépassement conjoint possède le comportement de queue présenté précédemment, key-bar
est une transformation linéaire d'état. Ainsi, l'indépendance exacte, pour laquelle état vaut 1,5, correspond à qui bar égale à 0. Les valeurs d'état supérieures à 1,5 correspondent à 1 qui bar positif, et les valeurs inférieures à 1,5 à 1 qui bar négatif. Lorsque qui bar est strictement inférieur à 1, nous sommes dans le cadre de l'indépendance asymptotique et qui vaut 0. Qui bar permet alors de graduer la dépendance résiduelle. Plus il est proche de 1, plus les co-occurrences extrêmes décroissent lentement. Le cas qui bar égal à 1 demande davantage de prudence. Il correspond à état égal à 1, mais cela ne suffit pas, à lui seul, pour conclure à une dépendance asymptotique. Il faut alors regarder le facteur lentement variable. S'il converge vers une constante strictement positive, la probabilité de dépassement conjoint reste du même ordre que la probabilité marginale, qui est alors strictement positif et mesure l'intensité de la dépendance asymptotique. En revanche, si ce facteur tend vers 0, on peut avoir simultanément état égal à 1, qui bar égal à 1 et néanmoins qui égale à 0. Il s'agit d'une indépendance asymptotique frontière, particulièrement lente, c'est une nuance importante pour l'interprétation statistique. Qui bar sert principalement à discriminer les différents niveaux d'indépendance asymptotique, tandis que qui mesure l'intensité lorsque la dépendance asymptotique est véritablement présente. Aucun de ces coefficients ne doit donc être utilisé isolément dans toutes les situations. Cette dernière slide résume la démarche de caractérisation de la dépendance extrémale. Les deux mesures qui et qui bar sont complémentaires. Qui répond d'abord à une question qualitative essentielle. Lorsque l'on se déplace de plus en plus loin dans la queue, la probabilité qu'une variable soit extrême, sachant que l'autre l'est, reste-t-elle positive ? Si oui, nous sommes dans le régime de dépendance asymptotique, et la valeur de qui mesure l'intensité de cette dépendance. Lorsque qui vaut 0, nous sommes en principe dans le régime d'indépendance asymptotique. Mais cette information seule est insuffisante. Qui bar permet alors de déterminer si les dépassements simultanés décroissent plus lentement, au même ordre logarithmique, ou plus rapidement que sous indépendance exacte. Une valeur de qui bar strictement inférieure à 1 constitue donc un diagnostic d'indépendance asymptotique. Plus elle est élevée, plus l'association résiduelle positive dans la queue est forte. Une valeur nulle correspond au taux de décroissance de l'indépendance, et une valeur négative à une association négative. Le cas qui bar égal à 1 doit être traité comme une frontière. Il est compatible avec une dépendance asymptotique, mais il faut alors examiner qui, ou de manière équivalente, le comportement du facteur lentement variable pour distinguer une vraie dépendance asymptotique d'une indépendance asymptotique très lente. En pratique, la stratégie proposée est donc progressive. On examine d'abord qui bar pour identifier le régime général, puis, lorsque qui bar se rapproche de 1, on examine qui afin de mesurer la persistance effective des dépassements simultanés. Cette paire de mesures permet ainsi de dépasser une simple corrélation globale et de décrire spécifiquement la manière dont deux risques se comportent ensemble dans les régions les plus extrêmes de leur distribution.